Et voilà donc la dernière vidéo sur nos bronzes saintes. Il était temps de conclure. Bon, alors ceux qui connaissent bien la licence savent qu'il y a un ordre officiel chez nos héros. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Mais bref, on va pouvoir revenir sur l'un des personnages les plus populaires de la licence. Oui, car Ikki jouit d'une réputation très féroce, car il est puissant. Et justement, comme Ikki est le plus puissant des 5, son nom se rapporte à cela, puisqu'il est le plus brillant de tous. Ikki signifiant un plus brillant. Déjà, son nom, alors on l'avait déjà dit dans une vidéo précédente, son nom est un hommage à Ikki Kaijiwara, le célèbre scénariste de Tiger Mask et Ashita no Joe. Il y avait des rumeurs à l'époque indiquant qu'Ikki n'aurait peut-être pas dû rejoindre le camp des héros, mais revenir ponctuellement dans le récit en tant qu'antagoniste immortel. Mais je n'ai trouvé aucune source de cette information, c'est peut-être une légende urbaine, qui sait. Et chose qui devient une caractéristique du personnage, c'est qu'il tarde à apparaître contrairement aux autres, et son interruption est telle qu'il met fin à l'arc des Galaxian Wars. Il apparaît dans l'épisode 6 alors que son frère était sur le point de vaincre Jabu. Fait intéressant concernant la clause d'Ikki, dans le manga, lors de son apparition, Kurumada lui crée une protection supplémentaire par rapport au bronze sainte présenté du premier tome, une sorte de protège-pied. Seul son futur antagoniste a ce type de protection, Yoga. Tous les deux apparaissent en dernier. Kurumada a dû se dire que le niveau de recouvrement des clauses de bronze était insuffisant. C'est aussi une manière de rapprocher les deux individus qui avaient pour but à la base d'en découdre avec leurs frères. Une particularité de l'anime dont on parle peu, ce sont ces plumes de queue de phénix. Et oui, l'adaptation animée a supprimé une des queues du phénix. Il y en a 3 dans l'anime contre 4 dans le manga. Mais le mangaka va se rapprocher de l'anime puisque désormais il n'a plus que 3 queues de phénix dès la Final Clause. Et c'est avec lui qu'on obtiendra le premier personnage à disposer de double épaulette, ce qui rendait le personnage encore plus classe dans l'anime d'ailleurs. Comme je l'avais déjà mentionné sur la vidéo des casques, je ne comprendrai jamais pourquoi Masami Kurumada lui fait aussi vite perdre son casque, et ce, dès le temple du Grand Pop. C'est vraiment quelque chose que je ne m'explique pas. Le personnage est un rappel à plusieurs anciens personnages de Masami Kurumada. Le plus évident semble être Masashi Asuka. Et lors des OAV de Fuma no Kojiro, l'adaptation le dote de cheveux bleus, ce qui rend la ressemblance encore plus flagrante. Comme celui-ci, il est solitaire, triste, puissant, il protège quelqu'un avec qui il partage un lien de sang, sa sœur, alors que pour Ikki, c'est Shun, puis vit dans le deuil et le regret de ne pas avoir pu la sauver de son destin. Pour Ikki, c'est le destin d'Esmeralda. Il est aussi basé sur Jun Kenzaki dans Rin Nikakero, antagoniste et ami du héros, Ryuji Takane. Contrairement à celui-ci, Ikki n'est pas issu d'un milieu aisé et ne garde pas de rivalité vis-à-vis du héros. Ikki est un personnage qui grandit et s'améliore aux côtés de ses amis par l'expérience. Il reconnaît ses erreurs, mais niveau charisme, comme Kenzaki, il impressionne tout le monde dès qu'il entre en scène. On peut d'ailleurs rappeler qu'au moment de sa production, la Toei Animation avait peu d'informations sur l'après Galaxian Wars, et il paraissait clair que pour eux, Ikki serait un antagoniste majeur. Ainsi, le premier épisode où Seiya et Ikki apparaissent avec des ailes est un peu le vestige de cette idée-là au fond. Et dès lors que Masami Kurumada avait sélectionné précisément ces constellations, pour lui, cela ne faisait aucun doute que la constellation du Phénix serait la plus puissante parmi les 10. Et pourtant, même à ce moment-là, il gardait en tête qu'il pourrait rejoindre les héros dans un second temps, comme Kenzaki qui rejoint Ryuji dans l'équipe de boxe japonaise, et comme Misashi rejoint Kojiro dans le combat des épées du clan du Cosmo contre Chaos. C'est le genre de héros qui ont un passé et un côté sombre que tout le monde adore, un peu comme Piccolo ou Vegeta dans Dragon Ball Z. Mais Ikki est plus apaisé vis-à-vis de ses anciens ennemis.
Chose surprenante sur Iki, Masami Kurumada réalise un one-shot sur son passé, révélant ainsi au lecteur pourquoi il a tant changé, et comment, enfant, les jeunes de la Fondation Grade ont été malmenés par le clan Kido. Et cette brutalité, il n'imaginait pas la publier dans un manga shonen, c'est dire. Car si on réfléchit bien dans le manga, Kurumada part sur une piste plus classique, via un flashback où Seiya, enfant, empêche Iki de toucher des barbelés électriques. Eh oui, ça ne rigole pas. Mais Iki, voyant en Seiya à ce moment-là un larbin de la Fondation Grade, il ne l'écoute pas. Le chapitre de l'enfance d'Iki, de sa fuite de la Fondation Grade pour rattraper Shun et lui éviter d'aller sur l'île d'Andromède ne sera hélas jamais adapté en animé, et c'est bien triste. On nous laisse entendre que la haine a envahi Iki à la mort d'Esmeralda, puis lorsqu'il apprend que Mitsumasa Kido est le père des 100 orphelins, cela pousse Iki à vouloir tuer ses frères pour ne laisser aucune trace sur terre du tortionnaire Kido. Le Gaiden sur Iki et Shaka sera dessiné lors de la prépublication du volume 8 et Kurumada insérera à ce moment-là celui qui a informé Iki de ce fait-là, c'est son maître Guilty. Lors de sa mort afin d'enfermer Iki dans sa haine. Comment Guilty l'a su? Mystère. Pour sauver son frère d'un destin tragique du Death Queen Island, Iki prend sa place et rencontre alors Esmeralda. Curieusement, dans l'anime, elle est la fille de Guilty, alors que dans le manga, elle est une esclave vendue à un fermier. L'anime a probablement voulu donner un cadre aux quelques pages où on voyait Esmeralda. En effet, le chapitre Gaiden sur Shaka où on nous parle des origines d'esclaves d'Esmeralda est né après l'adaptation animée du tome 4. Iki sera épris d'Esmeralda qui ressemble à son frère, excepté la couleur de cheveux, mais celle-ci décède directement du fait qu'il n'a pas été assez dur pour tuer son maître. En contre-attaquant, Guilty lance un coup que prend Esmeralda et elle décède dans les bras de son bien-aimé en lui demandant de ne pas laisser la haine le ronger et de devenir le phénix. Même si le sort de sa bien-aimée est scellé, Iki n'aura de cesse de sauver le sosie d'Esmeralda pour se rattraper, à savoir son petit frère Shun. Tout semble donner l'impression qu'il ne fera pas son deuil et continuera de l'aimer du plus profond de son cœur, comme le laisse entendre le général des mers Kassa. Mais ce deuil rendra Iki plus solide et il sait qu'il ne doit plus douter et doit être fort et déterminé pour protéger ce qui doit l'être. Le personnage ne souffrira guère facilement, et encore moins dans le manga. On note aussi un décalage à travers le maître d'Iki, le très mystérieux Guilty. Alors déjà, ce nom, il apparaît exclusivement dans le manga, pas dans l'anime. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce nom fut donné lors des fiches des personnages du tome 13, soit à la fin du Sanctuaire, alors que l'adaptation animée le renommera simplement Maître d'Iki. Notons que dans l'adaptation animée, le Jump Gold révélera que Guilty était sous l'emprise de Saga via le Ganru Maoken, mais ce n'est pas le cas dans le format d'origine. Lors de la partie avec les Black Saints, Iki est le leader et semble inatteignable tant ses pouvoirs sont incroyables. Au fond, le personnage de Nachi a été constitué de toutes pièces pour mettre en valeur sa terrible illusion qui deviendra culte chez les fans. On peut d'ailleurs faire un top 5 des meilleures illusions du... Alors position 5, le visage de la mère de Yoga. Celui de Kanon est aussi pas mal, cela dit. Django dans la lave. Orpheus qui brûle vif. Alors j'aime énormément les cris d'Orpheus à ce moment-là. Le carnage des disques de Capella, vu la longueur de la torture, j'ai limite envie de le mettre en number 1, mais... La première version est Nachi, la version manga surtout. Je pense qu'au niveau gore, elle avait pas mal impressionné. C'est évidemment un classement en termes de trash, mais l'illusion la plus traumatisante sur le plan purement psychologique est celle face à Mime. Iki déchire le tissu de mensonges que s'est créé Mime pour survivre mentalement et ne pas baigner dans la haine, afin d'être un guerrier impassible et sans remords face aux crimes commis contre son père adoptif, qu'il aimait sincèrement.
Une écriture très traumatisante et profonde, car en effet, avec Iki, c'est la force mais aussi la profondeur des sentiments. Celui-ci mène des combats physiques mais aussi des combats psychologiques, grâce à son Genmaken, qui pénètre l'esprit de ses adversaires, pratique pour découvrir les secrets de Kanon. Et on parle souvent de Shigehatsu Yamauchi concernant les changements de scénario, le plus fameux étant le 5e film, mais quand on y réfléchit bien, Shigehatsu Yamauchi a établi ce type de changement dès le premier épisode qu'il a réalisé, à savoir l'épisode 8, puisqu'Iki endosse la clause du Sagittaire pendant un court instant, un changement qui ne passera pas inaperçu. Il est d'ailleurs intéressant quand on connaît le style d'adaptation du chapitre d'Hadès de constater que sur la série d'origine, l'épisode 7 est de Tomoharu Katsumata, et il est très fidèle au manga, puis on arrive sur l'épisode 8 de Shigehatsu Yamauchi qui prend de grandes libertés. Les différents styles sont déjà là. Alors Kiki se retrouvera seul sans ses précieux lieutenants. Face à ses adversaires, l'auteur lui adjoindra la fabuleuse technique. Si Shiryu, Yoga et Shun sont mis KO par cette technique, c'est intéressant de constater que sa première utilisation se fera sur plusieurs adversaires, car ce battement d'aile sera justement quelquefois utilisé sur des hordes d'adversaires. Et pourtant, sous ce duel entre Seiya et Iki, ce dernier sera vaincu par les pouvoirs cumulés des héros, montrant que l'individualisme ne fait pas tout. Mine de rien, le combat est loin d'être évident pour le Phénix, car oui, dans le manga, il se bat avec un sérieux handicap, Yoga lui ayant gelé le bras. Mais c'est aussi sur ce duel qu'on nous montrera un pouvoir assez singulier, la clause du Phénix. Et oui, elle se régénère en quelques secondes à peine. Mais ce n'est pas tout à fait clair, le pouvoir de régénération du Phénix, car contre Saga, alors dans le manga uniquement, face à la Galaxian Explosion, et dans le manga et l'animé face à Shaka, ce n'est pas seulement la clause qui est détruite, mais également son corps. Le pouvoir de la clause lui permettrait-elle de ressusciter le porteur? Cela a toujours généré moult débats chez les fans. On s'interroge aussi sur les évolutions de sa clause. Elle reste inchangée lorsqu'il est défait face à Seiya. Même chose lors de son combat face à Shaka. Et ce n'est qu'en revenant de cette dimension avec son ancien adversaire que sa clause évolue soudainement. Plus tard, la clause a droit à de petits dégâts face à Kanon et pourtant elle évoluera d'elle-même lorsqu'Iki se rendra en enfer. On peut en déduire que la clause évolue naturellement en fonction de la puissance de son porteur. Dans le manga, Iki disparaît sous le mont Fuji alors qu'il est mortellement blessé. La case où il s'excuse auprès de Seiya est belle et cela aurait pu être un bel adieu du personnage, mais en fait non. Alors que dans l'anime, Iki est enterré par les héros et Yoga lui remet sa croix. Franchement, la série n'en était qu'à ses débuts et cette fin provisoire n'est pas franchement marquante, dirons-nous. Alors que Iki est au service du sanctuaire maléfique dirigé par le faux pop Ares dans l'anime, le manga nous montrait un Iki complètement autonome. Ce rôle d'assassin du sanctuaire était pour Yoga dans le manga, des inversions de rôle non anecdotiques. Dans le manga, il faudra attendre l'apparition de Jamian pour voir Iki ressurgir. Le phénix ne fera qu'une bouchée du sein du corbeau. La défaite de Jamian face à Iki est symptomatique du personnage. Il apparaît dans un champ de bataille pour pulvériser des adversaires capables pourtant de mettre en danger nos 4 héros. Et Masami Kurumada aime bien mettre en valeur Iki, sous de multiples menaces, que cela soit face à 3 Silver Saints à la fois, ou bien face aux 3 juges des enfers. Mais quels que soient ses adversaires, Iki étonnera toujours par son potentiel incroyable. Et il est bon de se rappeler que même les Silver Saints le prennent rapidement au sérieux quand ils constatent que c'est lui qui a mis à genoux les Black Saints. Un exploit a priori jugé incroyable même pour des Silver Saints. Il est amusant de constater qu'Iki va se soigner sur l'île de Kanon, sur les conseils de Yoga, une manière pour ces deux personnages de se respecter mutuellement. Dans le manga, il restera une tension palpable entre Iki et Yoga suite à leur combat. Dans la maison du Verseau, Yoga dit à Iki qu'ils pourront continuer à se chamailler en enfer alors qu'il est agonisant. Nani ? Quel que soit dans l'anime ou dans le manga, les arrivées d'Iki sont spectaculaires et instaurent une vraie tension palpable. Et elles se concrétisent souvent par les scènes les plus trash de l'anime.
où Ikki s'amuse à transpercer les thorax de ses opposants ou à déchiqueter leurs âmes avec l'illusion trash. Si Ikki débarque, on sait que ça va saigner. Dans l'anime, la série fit le choix de le faire revenir à travers les Netsu Saintes. Et sur ce combat, où de nombreux plans furent hérités de l'épisode 12, a priori ce n'est pas vraiment un retour marquant pour ce personnage, mais peut-être que lorsqu'on était plus jeune, et sans spoil, ça faisait son petit effet. La mise en scène où Ikki essuie les larmes de Shun est très attendrissante, mais il faut souligner que Ikki dans l'anime est beaucoup plus expressif que celui du manga, qui ne se laisse pas souvent aller à pleurer. Les scénaristes laisseront un moment Ikki dans le groupe, ce qui aujourd'hui paraît plus qu'étonnant. On le voit même prier avec Shun sur la tombe de leurs parents, et oui, Shun et Ikki dans l'adaptation animée sont censés connaître leurs véritables parents. Mais, par une ficelle scénaristique, peu après que Shiryu a perdu la vue face à Algol, Ikki préfère faire bande à part pour tromper l'ennemi et ainsi mieux réapparaître face à Dante et Capella. On le croit de retour une fois qu'il défait Django avec l'aide de Shun, Seiya et Yoga, mais rebelote, on nous fait bien comprendre à plusieurs reprises qu'Ikki n'est pas fait pour rester en borne. Ce dernier ne croit pas au retour de Shiryu, ce qui rend Seiya fou de rage. Et au fond, seule Athéna aura deviné les véritables sentiments d'Ikki qui ne sait pas s'exprimer en groupe, ni partager ses sentiments par pudeur. Il est intéressant de souligner que ces deux disputes entre Seiya et Ikki pourraient trouver alors des similitudes avec le personnage de Joe Asakura dans Gatchaman, qui lui aussi est un rebelle et n'approuve pas toujours Ken Washio, le leader. Lors de la bataille des 12 maisons, le manga montre Ikki sur l'île Canon de manière fort logique puisqu'on avait cette information. Et bien qu'au moment de la publication des chapitres lors de la Maison des Gémeaux, le premier film fut déjà sorti, de même que le court combat face à l'Enetsu Sainte. On a le droit au premier sauvetage de Shun par Ikki dans le manga, un fait pas si fréquent dans le manga. Mais il ne fait pas seulement ça, il trouble directement l'esprit de Saga, comme s'il avait déjà compris que le Saint des Gémeaux était Saga. C'est un effet très impressionnant qu'on a tendance à minimiser, car à ce stade-là de l'histoire, aucun de nos héros n'avait compris que le grand Pop était derrière ses illusions. Et malgré un coup qui déstabilisera le coup de Saga, Ikki laisse son frère se charger du reste. Cela nous indique aussi que Kurumada avait probablement prévu une confrontation contre Saga avec la participation d'Ikki pour une revanche. Et pour Ikki, Masami Kurumada lui réserve le confident d'un dieu, à savoir Shaka. Alors j'ai déjà fait une longue vidéo dessus, mais il est toujours intéressant de noter ô combien l'auteur voulait proposer quelque chose de grandiose pour le Saint du Phénix. Et ce combat étonnera par ses recherches poussées. Les pouvoirs de Shaka semblent être bien plus impressionnants que chez ses pairs, dont certains souffriront de la comparaison. L'adaptation animée se rendant bien vite compte du potentiel incroyable de ce combat fera très fort avec l'épisode 57. Encore aujourd'hui, le débat reste ouvert, à savoir s'il ne serait pas au fond le meilleur épisode de la série, épisode réalisé par Shigehatsu Yamauchi, qui prendrait sous son aile Masahiro Hosoda. Cela sera sa première réalisation. Et oui, le réalisateur du film Battle of God, il en a fait du chemin. Mais quel que soit le nombre de fois que vous regarderez l'épisode 57, oui, la fin, l'abolition des 6 sens d'Ikki, on a rarement ressenti un tel désespoir dans Saint Seiya, sans parler des effets visuels et les déformations typiques de Yamauchi. Et bien sûr, il ne ressemble en rien à ce qu'on avait vu jusqu'à présent, où auparavant, toutes les techniques d'Ikki fonctionnaient. Ici, aucunement, et c'est l'une des réussites du scénario. Le combat se termine par le sacrifice d'Ikki qui permet à ses compagnons de franchir la maison. Si le manga est assez furtif car on a l'impression que seul Shun est au courant de ce qui s'est passé, l'adaptation animée nous gratifie de la merveilleuse mélodie qu'on pouvait entendre à la fin du premier film. Cette mélopée est emplie d'espoir, c'est vraiment du tout bon. Alors qu'on pensait Ikki mort à jamais, l'auteur nous ayant déjà fait le coup avec le mont Fuji, c'est au fond une bonne nouvelle pour Shaka qui lui aussi était vivant et qui leur permet de revenir au sanctuaire et ce grâce à Mu. Le saint de la Vierge a douté pour la première fois de sa vie. Mais nuance, car le grand Pop qu'il voyait était un homme bon, et on sous-entend alors que Shaka n'a été en contact avec Saga, et non avec la seconde identité malfaisante. Et lors de l'adaptation animée, il y a une cassure, et Ikki en souffrira énormément. Et oui, Masami Kurumada prend son temps d'indiquer les retrouvailles d'Ikki avec ses frères d'armes, et c'est ainsi d'ailleurs qu'on voit revenir Shiryu sur Terre, sauvé de la mort par Shura. Les paroles y sont touchantes et ces retrouvailles sont tragiques car Ikki ne peut soigner les bronzes agonisants car il doit rejoindre Seiya. Et il est même obligé de laisser son frère adoré.
encore une triste décision pour Ikki. Dans l'anime, Ikki arrive illico chez Saga et mentionne alors Yoga, Shiryu et Shun, et ce par des flashbacks. Donc ce n'est pas tout à fait la même émotion, bien que les larmes d'Ikki soient inédites. On peut souligner d'ailleurs que le thème Yujo no Cosmo est très souvent utilisé sur le personnage d'Ikki, et de manière assez différente. Face à Shaka, ce thème était utilisé sur un Ikki déstabilisé par l'inégalité du combat. Ici, on met en valeur non seulement son retour, mais également son nouveau rôle, à savoir retenir Saga pendant que Seiya, lui, file vers son objectif. On va s'intéresser surtout à la version du manga où Ikki combat l'imposteur de toutes ses forces. Et hélas, le coup le plus puissant ne sera d'aucune aide face à Saga. Toutefois, si sur le plan physique, Ikki devra s'incliner, son illusion, lui, fera jeu égal avec le Genru Maoken de Saga. C'est le duel où Ikki fait jeu égal avec son adversaire. On a le droit à des punchlines d'Ikki, et honnêtement, on revient rarement sur ce trait de caractère du personnage, mais il est un tantinet prétentieux, notamment sur cette page où il déclare en finir avec Saga. On pourrait alors penser que derrière cette phrase, il a trouvé une parade, mais en fait, bah non. On retrouve ce même type de provocation bien plus tard avec Kanon d'ailleurs, où au fond, Ikki n'est pas toujours si performant que cela si on regarde de plus près. Mais le duel permet d'insérer pour la toute première fois la Galaxian Explosion, une technique incroyable qui semble tout détruire sur son passage, y compris la clause d'Ikki. L'anime ne pourra hélas insérer cette technique en raison du fait qu'elle avait rattrapé le manga avec l'épisode 72. Mais Ikki, sur la fin, utilisera son corps pour protéger Seiya, chose qu'on retrouve également dans la série lorsque Seiya se relève. Le duo Ikki-Seiya n'est pas spécialement très populaire, tout du moins je n'en ai pas l'impression, et pourtant c'est le duo ultime. C'est celui où le premier antagoniste du manga rejoint Seiya dans des situations extrêmes, à savoir face à Yega, le Saint d'Orient dans le premier film, et face à Hadès. Le sacrifice est beau encore une fois, et à l'instar de Shaka, le corps d'Ikki semble être pulvérisé par l'explosion, un effet choc pour témoigner de la puissance de Saga, servant par la même occasion le grand sacrifice d'Ikki. Et pour faire croire à la mort d'Ikki, ces combats face à Saga et Shaka partagent ce point commun de voir le corps du personnage se désintégrer, donnant vraiment l'impression que cette fois-ci, c'est terminé. L'adaptation animée ira au plus vite sur sa défaite, et on pourra le voir perdre ses sens face à Saga. Le résultat est vraiment assez déconcertant, tant les souffrances font de la peine. Les déformations sont maîtrisées, même quand cela n'est pas le duo Araki-Yamauchi. Par contre, chose intéressante, sur chacune des présumés morts, il y a un temps de flottement pour créer le doute. Alors que dans la série TV, pour l'arc Asgard, Ikki se devait d'être là et sa mort, on y croit comme les autres, mais il réapparaîtra très vite aux côtés de Shun et de ses compagnons, et ce pour montrer sa new close, pour finalement disparaître ensuite. Pour Katsuhito Kikuchi, le réalisateur qui a dirigé la partie Asgard, Ikki est plus adulte et donc capable de comprendre, d'analyser mieux que ses frères d'armes. C'est donc un Ikki très psychologue, assez différent du bourrin du manga, qui fera face à Mime et Bud. A l'instar de Shaka, le combat face à Mime a souvent été salué par les fans, en raison de la dimension dramatique qui accompagne le récit. Les scénaristes n'essaient pas d'imiter le combat face à Shaka, mais partent vers toute autre chose, et cela fonctionne très bien. On pourra noter un possible rapprochement entre les coups à la vitesse de la lumière de Saga et ceux de Mime. Le duel ne rappellera que très peu le court combat avec Orpheus, si ce n'est qu'Ikki blesse l'amour-propre de ces deux personnages, mais par des biais très différents. Et dans l'arc Asgard, Ikki se prend de plein fouet la technique ultime de Mime, là où dans le film, il parvient à l'esquiver. Ikki, qui était dans le déni au début de la série, fera un possible rapprochement avec ce qu'essaie de cacher Mime. Une écriture très traumatisante et profonde, car en effet, avec Ikki, la force, c'est aussi la profondeur des sentiments comme on le disait. Celui-ci mène des combats physiques, mais aussi des combats psychologiques, grâce à son Genmaken. Le Genmaken donne une vraie profondeur au personnage d'Ikki, qui n'est pas une simple brute et qui fait évoluer le personnage dans ses analyses d'adversaires. Le staff a été très malin avec le personnage de Falken, car il est incarné par Hidekatsu Shibata, soit la voix de Guilty, et qui est semble-t-il abonné dans Saint Seiya au père difficile, puisqu'il incarnera bien plus tard Mars. Mais là,
Le possible rapprochement entre Mime et Ikki à travers Guilty et Falken est intéressant. Et si on regarde de plus près les épisodes 15 et 85, il y a quelques similitudes. Falken et Guilty sont tués d'ailleurs de la même façon. On pourrait voir cela comme une sorte de tromperie où les scénaristes pourraient indiquer que Falken est tout aussi mauvais que l'était Guilty sur Ikki, mais en fait, eh ben non. Si le combat reprend une des caractéristiques d'Ikki, à savoir qu'on le croit mort, sa chute est plus douce, plus poétique, accompagnant faussement Mime. Une disparition mélancolique à l'image de l'arc Asgard. Face à Bud, le combat est d'abord plus violent, histoire de nous montrer que ce God Warrior n'est pas là pour rigoler, et qu'en force pure, il dépasse totalement Ikki, du moins sur la première partie du combat. Mais là encore, Ikki percera les véritables sentiments du guerrier, et la conclusion en sera très touchante sur le lien qui unit les frères. Les combats d'Ikki sur cet arc ont une portée bien plus adulte qu'avec les autres personnages, et c'est sans doute pour cela que Bud et surtout Mime sont encore à ce jour des personnages très populaires chez les fans. Cela tranche beaucoup avec le Ikki brut du manga. Notons que le combat très bien animé où Ikki affronte Siegfried, le combat est aussi court que génial et ne rappelle en rien un autre combat. C'est probablement un de mes combats favoris malgré cette courte durée. Notons qu'Ikki se prendra l'hallebarde d'Hilda, ce qui est un signe à venir plus tard sur l'effet qu'il fait sur les jeunes dames. Et pour retomber sur ses pattes avec le manga, l'adaptation animée changera quelque peu les retrouvailles de Shun et Ikki, puisque dans l'un des formats, il était supposé être mort. Quoi qu'il en soit, son combat face à Kasa est quelque peu jubilatoire, car la férocité d'Ikki n'est plus à démontrer. Malgré ce combat, qui semble être une partie de plaisir, Ikki a le temps d'analyser le pouvoir de Kasa, et ainsi comprend pourquoi Seiya et les autres sont tombés dans le panneau. Masemi Kurumada nuance avec la défaite du marineur, car s'il avait été capable de localiser le souvenir d'Esmeralda, ça aurait été beaucoup plus difficile. Le deuil d'Esmeralda reste douloureux, même si, contrairement à Yoga, il rend Ikki plus dur et fort, car, à la différence du cygne, Ikki a accepté le décès d'Esmeralda. Ikki est prêt à en découdre face à un dieu et annonce vouloir prendre la tête de Poséidon. Notez bien cette intention du personnage car c'est important pour plus tard. Et il n'en fera rien car Kanon se chargera de lui. Ikki devra alors élucider le mystère qui entoure le dragon des mers, qui au final se révélera le principal antagoniste de cette partie. Un rôle à la hauteur du phénix qui, non content de revenir du triangle d'or, forcera Kanon à lui révéler ses origines. Et ce, grâce à l'utilisation du Ganmaken, évidemment. Une arme vraiment terrible, mais utilisable de deux façons. Soit pour faire parler contre son gré, soit pour détruire l'esprit. Kanon lui fera comprendre qu'il aurait mieux fait d'essayer de tuer son esprit directement plutôt que de le travailler pour le pousser à faire des révélations et qu'il n'aura pas de deuxième chance. Là encore, Ikki se permet de provoquer Kanon avant d'en récolter la tempête, l'auteur étant coincé par la situation car le sein du phénix ne pouvant vaincre un être tel que Kanon. Ikki rejoint finalement Seiya et les autres et retient furtivement l'empereur des mers. D'ailleurs, Ikki n'a pas spécialement un thème pour lui, mais plutôt un style de musique, où se mêle la guitare électrique notamment. Les interactions d'Ikki seront souvent accompagnées par plusieurs morceaux de ce style.
C'est aussi pour cela que le fameux thème où Yoga alias Midgard affronte Shiryu dans le second film est étonnant. Étonnant, oui, car les instruments font vraiment écho au personnage du Phénix. Mais l'anime aura le bon goût de réutiliser ce thème sur justement Ikki lorsqu'il se prend le triangle d'or de Kanon. Dans l'Arcades, Ikki tarde à revenir dans l'intrigue, là où les OAV de 2002 le feront intervenir face à Shiryu. C'est clairement avec ce compagnon qu'Ikki a eu le moins d'interactions, donc l'idée est intéressante. En revanche, la clause d'Ikki n'a pas changé alors que le manga suggérait qu'elle s'était régénérée peu après l'arc de Poséidon. Mais cela a du sens si, comme évoqué précédemment, la clause évolue grâce au 8e sens. Le staff avait en tête de faire apparaître Ikki dans la 13e OAV, mais la scène fut supprimée en raison de la durée. Peut-être qu'en montrant Ikki tomber dans le gouffre, on aurait vu sa clause évoluer. Dommage. En tout cas, le staff est retombé sur ses pieds par rapport à la clause d'Ikki lorsqu'on le voit en enfer avec sa final clause. On peut donc déduire que pour Masami Kurumada et pour le staff de l'adaptation, la clause d'Ikki aurait bel et bien évolué lorsqu'il atteint le 8e sens. Comme d'habitude, Ikki est un rebelle qui arrive bien tardivement dans le manga, et à l'image de son arrivée face à Dante, Capella et Algol, il intervient devant 3 adversaires, les juges qui sont à ce moment-là les plus terribles spectres à la solde d'Hadès. L'auteur nous surprendra dans la seconde prison car tous les voyants étaient là pour le voir intervenir face à Luné. Mais en fait non, Kanon remplace Ikki sur ce coup-là et c'est très bien ainsi. Le Saint du Phénix fera face à un juge, son seul adversaire parmi les 108 spectres. Il fallait donc frapper très fort et hélas, la réputation d'Eak, il va en prendre un coup par ce combat, pourtant prometteur en apparence. Des 3 juges, Eak est sans doute le moins populaire chez les fans en raison de son peu de temps d'interaction assez pauvre. Dans l'idée, il était logique de voir Ikki liquider l'un des spectres les plus puissants, car il devait s'attaquer peu après à Hadès. Par ailleurs, c'est une constante de l'auteur de nous montrer Ikki réussir là où ses pairs bloquaient, que ce soit face à Shaka ou Kaza. Bref, Eak est un peu sacrifié par le scénario pour nous montrer ô combien Ikki n'est pas là pour rigoler et qu'il peut être une menace pour Hadès. On retiendra également la vitesse d'Eak assez singulière, mais Ikki parviendra à le vaincre en faisant mieux que lui. Pourtant, je n'arrive pas à prendre ce retournement de situation au sérieux. Ça rappelle un peu Buta et dispo dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, lesquels misent tout sur la grande vélocité et font moins les malins face à un adversaire capable de s'aligner sur leur vitesse. En développant le trio Pandore, Shun, Hadès et Ikki, Kurumada retombera bien sur ses pattes en ressortant l'illusion traumatisante ressortie lors du combat contre Shaka, avec le passé d'Ikki et Shun, enfants errants en enfer. L'écriture est maîtrisée et on pourrait croire que Kurumada a tout anticipé. Il sait planter des graines pour les récolter et le tout s'emboîte parfaitement bien. Contrairement à Poséidon, Ikki doit faire face à un dieu qui habite son frère. Les retrouvailles sont complexes. C'est probablement l'un des grands combats d'Ikki et probablement son combat le plus long et triste dans le manga. Et malgré la dureté d'Ikki, il sera incapable de sacrifier son frère pour sauver l'humanité. Une scène forte et probablement l'une des meilleures d'Ikki. Il n'aura jamais eu autant d'interactions avec un dieu. Son sacrifice, son abnégation, Pandore n'y sera pas insensible dans de tels exploits et bien que vaincu, l'auteur ne nous fait pas le coup de tuer Ikki. Non, il sera emprisonné au Cocyte et son corps rejoindra celui de Seiya. Alors franchement par contre, j'ai toujours trouvé ça ultra cheap qu'une fois délivré, Seiya ne vienne pas en aide à Ikki. Mais il semble que Seiya n'en est pas capable. Et encore une fois, la priorité est de rejoindre Athéna. Oui, on peut nuancer comme ça. Dans l'adaptation animée, son corps disparaît mystérieusement peu après qu'Aiolia, Milo et Mu reviennent à eux. Comme si le Cosmo d'Athéna les sauvait comme les 3 autres, alors que dans le manga, c'est Pandore qui le libère, même si Ikki lui fait remarquer qu'il aurait pu se sortir seul des glaces du Cocyte. Athéna est donc moins sympa avec Ikki dans le manga. Son retour clôturera la partie en enfer avec un beau passage avec Pandore qui, après l'avoir transpercé préalablement de sa lance, va se blottir contre son dos et lui confier la mission de venger sa famille et sauver l'humanité. On constate que Pandore ne semble pas insensible à Ikki, mais
la réciprocité n'est pas évidente, même si Ikki est très touché par le décès de Pandore, laquelle n'était finalement qu'un pion entre les mains des dieux jumeaux, Thanatos et Hypnos. Ikki croisera le fer face à Thanatos et sa colère est telle qu'il parvient à endommager le surplice du dieu. Là encore, l'indication du dieu est très nette. Ikki se débrouille mieux que ses compagnons et ce malgré un temps d'exposition assez important pour Seiya. Comme le confirmera plus tard la Skull Moon dans Next Dimension, Ikki a la réputation d'être le plus puissant des bronzes, réputation qui amuse beaucoup Ikki, lequel rappelle à son adversaire qu'il existe des saints bien plus puissants que lui, vantant au passage la force impressionnante de son jeune frère malgré sa trop grande douceur. À Elysion, Ikki endossera brièvement la Gold Claws du lion pour l'avoir aussitôt détruite par Thanatos. Le duo Seiya-Ikki revient pour notre plus grand bonheur et Ikki usera de son coup pour protéger Athéna, ce qui est une première. La clause d'Ikki évoluera en Gold Claws grâce au sang de Saori. Dans Next Dimension, Masami Kurumada le fait apparaître très vite alors qu'habituellement il intervient en dernier. C'est finalement Shiryu et Hyuga qui arrivent tardivement. C'est probablement le saint parmi nos 5 héros qui combat le plus et souvent en sa défaveur. Alors qu'on pourrait penser qu'avec la fin de l'Arcades, le fait que sa clause se soit réveillée au rang de God Claws, il serait inattaquable, mais en fait c'est tout le contraire. Son premier échange avec le spectre Suikyu est symptomatique de ce qu'on verra d'Ikki dans Next Dimension. Il lui fait perdre son casque, alors oui, mais on voit Ikki frimer un bref instant, mais celui à être le plus touché, eh bien c'est lui. Malgré tout, son illusion fonctionnera sur Suikyu et nous permettra d'entrevoir une partie du passé de celui-ci. Il franchira de nouveau les 12 maisons, et si Shun est souvent ridiculisé, alors pour Ikki, cela ne sera pas du tout la même chose. Le personnage est fort et devra mettre toutes ses forces pour repousser l'incroyable Ken des Gémeaux. Et il encaissera de nouveau la Galaxian Explosion. Notons que dans le manga d'origine, il l'encaisse 4 fois en tout par saga et canon. Donc forcément, à force, il est en capacité de repousser la technique, même difficilement. Un curieux duo naîtra entre lui et Destol. Et le pire, c'est que ça fonctionne, comme je l'avais évoqué dans une vidéo où je parlais de ce personnage. Masami Kurumada tenant beaucoup à faire d'Ikki le successeur d'Aiolia, une scène poignante avec Kaiser sera là pour étayer ses propos. Fallait bien créer un lien entre les lions et Ikki, vu que ça sortait un peu de nulle part, si ce n'est le signe astrologique de Ikki. Malgré ses passages en force, Ikki devra s'incliner difficilement face au pouvoir de Shijima. Il sera sauvé par Odysseus, et il se retrouvera devant le Pope qui lui confiera l'épée de Chrysaos pour tuer Athéna. Quel est donc l'avenir pour Ikki? Alors ça, on ne le sait pas au moment où j'écris cette vidéo. Dans la série Sensei Omega, Ikki reste le bronze saint du Phénix malgré le décès du saint du lion. Dans la saison 1, il est le seul ancien héros à ne pas être vu dans le présent. Il intervient uniquement dans un court flashback aux côtés de Seiya et des autres. La saison 2 trouvera une explication. En effet, Ikki avait flairé en avance la menace d'un des parasites. Et il avait même affronté l'un des 4 rois, à savoir Aegeon. Son combat face au parasite Mila donne l'impression de voir un best-of de toutes les composantes d'Ikki. Là encore, on croira pendant quelques temps à la mort d'Ikki face à Aegeon. Mais à l'image de son combat face à Shaka, on apprendra qu'il était coincé dans une autre dimension. Dans J Assassin, on voit que Ikki est devenu le Gold Saint du lion. Alors que dans le manga, Ikki a toujours un rôle clé dans chacune des batailles, cela ne sera pas le cas dans les films, où il intervient de façon stéréotypée comme sauveur de Shun avant de se faire rapidement défaire par un autre adversaire. Au fond, je pense que c'est Kozumo Ishita qui a peut-être le mieux compris l'importance du personnage dans son intrigue, et ce, dans le premier film. Mais contextuellement, Ikki venait à peine de se rallier au héros. Une des covers promotionnelles montrait justement Seiya et Ikki, puis voir Seiya faire face à la menace avec son ancien adversaire. Eh bah, ça avait de la gueule. Mais oui, Ikki a un rôle clé dans ce film, ce qui rappelle bien sûr le manga. Et son temps d'apparition est bien plus conséquent que sur les autres films. Il vainc facilement Orpheus et se mesure à Yeiga. L'apparence de ce personnage semble avoir été créée pour faire face à Ikki, c'est dire. Et là, curieusement, alors que Shigehatsu Yamauchi a pondu, je pense, l'un des meilleurs épisodes de la série à travers l'épisode 57, curieusement, dans les films, c'est une autre limonade. Et oui, Ikki ne sera pas nécessairement mis en valeur si ce n'est pour vaincre invariablement l'assaillant de son frère. Mais le réalisateur trouvera toujours une pirouette pour évacuer Ikki du champ de bataille. Face au géant Rung, c'est la résistance du colosse qui le déstabilisera. Dommage car, vu l'absence de Hyuga,
Ça aurait du sens qu'Earl soit vaincu par Shun et Rung par Ikki. N'oublions pas la classe certaine qu'affiche Ikki en brûlant vif le pauvre Earl. Je pense que c'est peut-être sa meilleure apparition dans les 5 films. Dans le troisième film, si Ikki y est magnifiquement dessiné, comme les deux autres remarques, il vainc trop facilement Aphrodite. Et surtout, il est KO au Buddha Burning Corona, là où Seiya et Shiryu se relèvent eux. Quant au quatrième film, le réalisateur Akei avait auparavant bossé sur pas mal d'épisodes d'Ikki, et il voulait clairement soigner son apparition. Et au fond, cela ressemble beaucoup à ce qu'on voyait du personnage face aux disciples de Shaka, mais sous un réalisateur différent. Dans ce film, Ikki fait des remontrances à Shun, ce qui est dommage car son jeune frère ne s'inclinait pas, vaincu immédiatement pour une fois, mais cela ressemble à son comportement après le combat contre Kaza, ce qui est peut-être un rappel à cela. Ikki tourne le dos à son frère et part rejoindre Seiya. Hélas, contrairement au premier film, il n'affrontera pas l'adversaire de Seiya, mais directement Lucifer, ce qui pourrait être une référence au dialogue de l'arc Poséidon. En effet, celui-ci indiquait vouloir décapiter Poséidon. Or, c'est la tête d'Ikki qu'on verra via l'illusion qui renoue avec le gore des débuts du manga. Et ici, Ikki se prend une attaque de Lucifer en personne. Il sera le seul protagoniste hormis Athéna à encaisser un coup de l'antagoniste. Le cinquième film montre très clairement une très belle évolution du personnage, et les échanges entre lui et son jeune frère sont splendides. Et pour une fois, Ikki ne vainc pas son adversaire, il est lui aussi vaincu au même titre que son frère. Ils vainquent ensemble l'ange et c'est très appréciable. Avec le cinquième film, c'est la dernière fois que l'on pourra entendre Ikki avec la voix du non moins culte Hideyuki Hori, en dehors du jeu vidéo sorti sur PlayStation en 2005. Quand je connaissais pas vraiment les noms des seiyuu, j'avais rapidement identifié sa voix qui est facilement reconnaissable. Hori a une façon singulière d'énoncer les noms des attaques notamment. Et une fois que je suis tombé sur un épisode où Ginyu apparaissait dans Dragon Ball Z, j'avais fait le rapprochement de moi-même. Hideyuki Hori a une voix incroyable et contre toute attente, c'est celui qui a le palmarès le plus discret des 5 héros. Le seiyuu fera évoluer son jeu d'acteur, rendant le personnage plus cynique. Vis-à-vis de sa relation avec Shun, Hori a joué son personnage en l'imaginant comme un père sévère. Le comédien sera à ce propos souvent mis face à Yuji Mitsuya via les personnages d'Orpheus, Shaka et Mime. Il sera remplacé par Katsuyuki Konishi qui reprend quelques-uns de ses personnages, que ce soit Ikki ou Ginyu dans Dragon Ball Kai. Hori aura quant à lui fait un petit rôle dans Dragon Ball Super où il doublera le Dr Pepperoni. Et là aussi, sa voix est reconnaissable de suite. Pour revenir à Ikki, dans Sensei Omega, c'est Tomokazuki Sugita qui reprend le personnage. Bon alors personnellement j'ai beaucoup de mal avec son interprétation, mais j'avais vu beaucoup de commentaires positifs sur ma vidéo de Sensei Omega. Donc voilà, les goûts et les couleurs. Voici donc cet adversaire qui prétendait pouvoir rivaliser avec moi et me faire rencontrer la mort. Un seul battement d'aile du phénix peut me débarrasser de vous tous. Alors parlons un peu d'Henri Djanik, sa voix française durant la quasi-totalité de la série d'origine et sur les 2 premiers films. Si, pour les fans de Winnie l'ourson, il est la voix de Bourriquet, son timbre grave et héroïque évoque surtout des personnages bien plus puissants, voire sombres. Sur Saint Seiya, il était régulièrement employé pour des rôles d'hommes forts et mûrs, comme Aldébaran, Tatsumi, Mitsumasa Kido et surtout le vieux maître. Chevalier du dragon, tu ne dois pas mourir, tu m'entends. Et Saga, mais alors uniquement le méchant sous le masque du grand pop. Le fait de lui avoir confié le personnage d'Ikki est sans doute une conséquence de son rôle d'antagoniste principal au tout début de la série. Mais cela peut toutefois surprendre tant sa voix ne retranscrit pas du tout la jeunesse du personnage, qui n'a que 15 ans. Mais ça, les responsables du doublage l'ignoraient certainement.
mais il confère cependant un charisme et une virilité très appropriés au personnage. Et il aura bien réussi à s'adapter aux autres facettes du personnage jusque dans ses sentiments les plus émouvants, en particulier sur les tirades mélancoliques du chapitre Asgard. S'il n'était clairement pas le choix le plus évident pour le personnage, on peut dire qu'à l'instar de Serge Bourrier pour Shun, il aura su marquer le personnage durablement. Esmeralda, si tu tiens à tuer quelqu'un, il faut d'abord que tu apprennes à te servir d'un couteau. Alors pour Iki, Masami Kurumada a exploré le genre de héros qui plaisent le plus. Des héros écorchés vifs et torturés psychologiquement. Des héros durs mais avec une sensibilité cachée. Des héros qui ont fait des erreurs et les assument et essayent de se rattraper. Mais aussi des héros qui se relèvent même quand ils ont atteint le plus bas des ténèbres pour aller de l'avant. Quitte à devenir un démon pour arriver à leur quête de lumière au bout d'un tunnel sombre. Kurumada a dit dans une interview qu'Iki c'est un peu comme pour les soldats qui ont complètement changé après avoir combattu au Vietnam. Au fond de son cœur, Iki est toujours comme avant. Il lui reste donc une chance de salut. Il faut cette chance de rédemption dans un magazine shonen. C'est pareil pour Mitsumasa Kido. En réalité, c'est une bonne personne, il fallait en faire quelqu'un qui avait choisi de se transformer en diable pour défendre la justice. Faute de quoi, Seiya, Shiryu et les autres n'auraient pas eu de raison de se battre. Iki, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait analyser et comprendre ceux qui font des erreurs, car il en a fait lui-même et il sait le reconnaître. Mais à la base, eh bien Iki, c'est simplement un grand frère altruiste, sensible et responsable, qui s'inquiète pour son petit frère fragile. C'est un grand frère qui aurait juste aimé profiter de la vie avec sa bien-aimée. Le destin l'a brutalisé et sa seule alternative à cette fatalité, c'est de l'accepter et d'aller de l'avant grâce à ses fortes convictions, quitte à traverser une marée de cadavres pour trouver la lumière pour les autres. Et oui, ce personnage est l'exact inverse de l'égoïsme et il se fout de son propre destin et n'aspire pas à son bonheur personnel. Il veut juste s'assurer que ceux qu'il aime sont en sécurité. Et bien voilà en tout cas pour cette vidéo sur Iki, j'espère que vous aurez aimé. Quant à moi, je vous indique en tout le cas que ça sera l'une des dernières vidéos de la chaîne. Il me reste en effet à faire une vidéo sur Seiji Okoyama et sur Saintia Show, mais à ce jour, je pense que je vais un petit peu stopper la chaîne et commencer à mettre les ré-uploads qui sont manquants sur la chaîne. Et ils sont d'ailleurs très nombreux. Il y a des sujets de vidéos que je n'ai pas traités, mais je pense humblement ne pas avoir l'expertise pour pouvoir les traiter. Ce qui explique pourquoi je n'ai rien fait dessus. Voilà, en tout cas, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué. Je pense que c'est bien également quand la chaîne s'arrête au bon moment. Mais voilà, je reviendrai en tout cas vers vous pour Saintia Show, pour Seiji Okoyama. Plus, je ne peux pas vous en faire la promesse, mais voilà. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à bientôt!